As-tu déjà pensé que la créature qui dort sur ton canapé, mange dans ta main et répond à ta voix, pourrait finir par te manger toi? Nous ne parlons pas de films d'horreur ni de légendes urbaines. C'est réel, plus réel que ce que ton instinct de survie voudrait accepter. Des chimpanzés qui utilisaient la télécommande au piton qui guettaient en silence comme une étreinte mortelle, ces histoires n'ont aucun sens logique. Mais elles sont arrivées. Des personnes qui aimaient profondément leurs animaux de compagnie, qui les traitaient comme des enfants ou des meilleurs amis, ont fini par être dévorés, déchirés. Et, dans certains cas, complètement avalés par ces mêmes créatures qui juraient de les protéger. Travis, le chimpanzé qui a mutilé Charles Nash, que se passe-t-il lorsqu'une créature sauvage, élevée dans le confort humain, perd complètement le contrôle? Cette question hante encore aujourd'hui les habitants de Stanford, Connecticut, où une scène qui semblait sortie d'un film d'horreur est devenue une nouvelle mondiale. Travis, un chimpanzé de presque 100 kilos, a été pendant des années le fils adoptif de Sandra Herold. Il portait des vêtements, regardait la télévision, s'asseyait à table et buvait du vin. Il était un membre de plus de la famille, un qui avait même sa propre brosse à dents. Mais ce qui a commencé comme une histoire de cohabitation insolite s'est terminé par une tragédie qui a marqué un avant et un après dans l'histoire du contrôle des animaux exotiques. Le 13 février 2009, Sandra a appelé son ami Charles Nash pour qu'elle l'aide à faire entrer Travis dans la maison. Le chimpanzé s'était échappé avec les clés de la voiture et ne voulait pas rentrer. Lorsque Charles est arrivé, Travis s'est jeté sur elle sans avertissement. Ce qui a suivi était une scène brutale. Le chimpanzé l'a attaqué avec une fureur incontrôlable. Il lui a arraché les paupières, le nez, les lèvres, une partie du cuir chevelu et même les mains. Sandra a essayé de l'arrêter, d'abord en lui lançant une pelle puis en le poignardant, sans succès. Désespérée, elle a appelé le 911 en disant « Il est en train de manger mon ami ». Les agents sont arrivés et ont tiré sur Travis, qui, même en plein milieu de l'attaque, a réussi à ouvrir la porte de la voiture de patrouille. Ce n'est qu'alors qu'ils l'ont abattu. Charles Nash a été transportée d'urgence. Entre la vie et la mort. Elle a survécu, mais est restée avec le visage complètement défiguré, aveugle. Elle a subi une greffe de visage historique et plus de 20 chirurgies reconstructrices. L'histoire a suscité un débat national sur les limites de la possession d'animaux sauvages comme animaux de compagnie. Où traçons-nous la ligne entre l'exotique et l'irresponsable? Cela nous amène à une question encore plus profonde. Peut-on vraiment domestiquer un animal sauvage? Travis avait été traité comme un humain depuis l'âge de 3 jours, mais, biologiquement, il restait un mâle alpha avec une force 7 fois supérieure à celle d'un homme moyen. Son comportement a changé après la mort du mari de Sandra et du chimpanzé compagnon qui l'avait accompagné durant son enfance. L'isolement, le stress et la puberté chez un chimpanzé peuvent déclencher des niveaux d'agression difficiles à prévoir, selon l'Association des zoos et aquariums, AZA. Les chimpanzés ont une force qui peut dépasser de 5 à 7 fois celle d'un humain adulte moyen, ce qui les rend potentiellement dangereux, même s'ils ont été élevés dans des environnements domestiques. De plus, contrairement aux humains, leur agressivité ne suit pas les codes sociaux humains, ce qui les rend totalement imprévisibles dans des situations de stress. Les pitbulls de Lisa Urso la dévorent chez elle. L'affection peut-elle aveugler au point d'ignorer les signes de danger? Lisa Urso pensait que ses chiens étaient sa famille, ses compagnons les plus fidèles, les seuls qui ne la trahiraient jamais. Sa maison à Ingleside, dans l'Illinois, était un espace où ses 3 pitbulls se promenaient librement dans les pièces, mangeaient avec elle et dormaient même à côté de son lit. Ce n'étaient pas de simples animaux de compagnie, c'était, comme elle les appelait, CBD. Cependant, le 9 mai 2020, cette illusion de loyauté s'est transformée en un cauchemar qui a laissé des traces sanglantes dans toute la maison. Lisa avait adopté les 3 pitbulls après un processus de sauvetage. Tous avaient un passé difficile, marqué par l'abandon et, selon les dossiers vétérinaires, de possibles antécédents d'agression. Mais elle, avec son cœur empreint de compassion, croyait que l'amour pouvait tout guérir. Ce qu'elle ignorait, c'est que, même chez les animaux domestiques, certains instincts peuvent surgir sans avertissement. Surtout s'ils n'ont pas été correctement réhabilités.
L'après-midi de l'attaque, Lisa a été retrouvée sans vie dans le jardin de sa maison. Son corps montrait des signes évidents d'avoir été attaqué par ses propres chiens. De multiples morsures profondes aux bras, aux jambes, au visage et au cou. Le plus inquiétant est que l'agression n'a pas été immédiate. Selon les médecins légistes, les blessures indiquent que Lisa était consciente pendant une partie de l'attaque, essayant de se défendre jusqu'à la dernière seconde. Il n'y avait personne là pour l'aider. Seulement le silence interrompu par les grognements de ses propres bébés. Ce cas a suscité une vague de débats sur la dangerosité de certaines races canines. Certains ont défendu les pitbulls, affirmant que n'importe quel chien peut devenir agressif s'il est provoqué ou s'il n'a pas été correctement dressé. D'autres, cependant, ont mis l'accent sur l'historique de la race et son utilisation dans les combats clandestins, arguant qu'il y a des risques inhérents qui ne doivent pas être sous-estimés, peu importe l'amour qu'on leur porte. Cela nous amène à nous demander dans quelle mesure connaissons-nous vraiment nos animaux de compagnie. Le comportement animal, bien qu'influencé par l'environnement, obéit également à des impulsions biologiques profondes. Dans le cas de Lisa, même des amis proches ont affirmé que les chiens avaient déjà montré des signes d'agressivité, comme des grognements ou des morsures légères, qu'elle avait minimisées. Pour elle, c'étaient des blessures du passé, pas des menaces du présent. Mais le corps humain n'a pas toujours de seconde chance pour réévaluer. Le jaguar de Mathusalem, qui ne connaissait pas l'affection, dans une petite communauté rurale du nord du Brésil, où le soleil se fond avec la jungle et l'horizon est une ligne verte et dense, un homme connu sous le nom de Mathusalem croyait avoir dompté la bête. Propriétaire d'un jaguar mâle qu'il avait élevé depuis qu'il était petit, il vivait convaincu que son animal, bien que sauvage, le reconnaissait comme une figure paternelle. Il ne l'avait pas adopté par caprice, mais pour le sauver d'un chasseur qui le vendait comme trophée. Des années plus tard, ce même jaguar serait celui qui le déchiquetterait sans avertissement. Mathusalem gardait le félin dans un terrain clôturé, avec peu d'espace et peu de stimulation. Il le nourrissait religieusement avec de la viande crue, lui parlait et même le caressait à travers les barreaux. Mais il ne le sortait jamais pour marcher, ne partageait jamais de moments de jeu et ne permettait pas non plus à d'autres personnes de s'en approcher. Il répétait « Il n'a besoin que de moi ». Et bien que ses voisins l'avertissaient des risques, il répondait toujours que l'affection domptait même le plus féroce. Une croyance qui finirait par lui coûter la vie. L'attaque s'est produite un matin quelconque, lorsque Mathusalem est entré dans l'enclos pour nourrir le jaguar. Ce jour-là, l'animal était particulièrement agité. On suppose que l'enfermement prolongé, le manque d'interaction sociale et le stimulus limité avaient généré un état d'anxiété féroce. À peine l'homme est-il entré dans la zone, le jaguar l'a renversé d'un bond, lui mordant le cou et déchirant sa poitrine. Les cris ont été entendus depuis la route voisine, mais lorsque les voisins sont arrivés, le corps était déjà sans vie, mutilé avec une violence qui semblait étrangère aux liens que l'on supposait entre eux. Cela nous oblige à repenser une question essentielle. L'isolement peut-il remplacer l'affection ? Dans le cas de Mathusalem, son erreur a été de confondre la dépendance physique du jaguar avec une connexion émotionnelle authentique. Le félin ne connaissait pas l'affection humaine, il ne connaissait que la routine. Et lorsque son monde est devenu insupportable, il agit conformément à sa nature. Certains spécialistes soutiennent que, dans des environnements de stress prolongé, les grands félins peuvent souffrir d'épisodes de déséquilibre comportemental, devenant dangereusement imprévisibles. Le cas du python qui a avalé sa propriétaire. Une créature silencieuse, sans pattes ni griffes, peut-elle devenir le prédateur le plus terrifiant de la maison? Dans le village de Muna, sur l'île de Célèbes, en Indonésie, une femme nommée Gwativa a disparu sans laisser de traces. Son absence a été remarquée immédiatement. Elle n'avait pas l'habitude de s'éloigner sans prévenir, et son jardin de plantes médicinales, où elle cultivait la nuit pour éviter la chaleur, est resté avec les outils éparpillés. Sa famille, alarmée, a commencé à la chercher. Des heures plus tard, les villageois ont découvert quelque chose qui a paralysé le cœur de toute la communauté. Un python réticulé de plus de 7 mètres de long, avec une protubérance grotesque dans son abdomen, gisait immobile à côté de la maison de la femme. Le soupçon a été immédiat et terrifiant. Avec l'aide de machettes, les villageois ont ouvert soigneusement le corps de l'animal. La découverte fut effrayante.
Là se trouvait Guativa, entière, encore vêtue des habits qu'elle portait la nuit précédente. Il n'y avait aucune trace de lutte, seulement l'étreinte fatale d'une créature qui ne connaît pas de limite. La nouvelle a fait le tour du monde non seulement en raison de la rareté de l'événement, mais aussi à cause de son caractère troublant. Un être humain adulte, entièrement consommé par un Quito. Sans violence apparente, sans bruit, juste une attaque chirurgicale, impulsée par la logique silencieuse d'un prédateur expert. Cela nous amène à nous demander, comment est-il possible qu'un serpent soit capable d'avaler une personne entière? Les pythons réticulés possèdent une mâchoire extrêmement flexible, articulée avec des ligaments qui s'étendent dans de multiples directions. Cela leur permet d'engloutir des proies bien plus grandes que le diamètre de leur propre tête. Le processus peut prendre des heures, mais une fois qu'il commence, il est presque irréversible. Dans des environnements comme ceux de l'Indonésie, où la faune sauvage coexiste de si près avec les établissements humains, ces rencontres fatales, bien que rares, ne sont pas impossibles. La tragédie avec le lion Saba en Ukraine. Un lien construit sur des années de confiance peut-il se briser en un seul instant? En Ukraine, l'histoire d'Oleg Subkov et de son lion Saba. Cela ressemblait à une fable moderne sur l'harmonie entre l'homme et la bête. Oleg était un dompteur à la retraite, célèbre pour son parc de vie sauvage, Tegan Safari, où il vivait avec plus de 50 lions et tigres, dont beaucoup avaient été élevés depuis leur plus jeune âge. Simba était son préféré, le plus obéissant, le plus photogénique, celui qui posait avec les touristes et se promenait à ses côtés sans laisse. Oleg le nourrissait à la main, l'enlaçait devant les caméras et assurait qu'il ne lui ferait jamais de mal. Mais la nature, comme c'est souvent le cas, ne se conforme ni aux promesses ni aux affections humaines. Un jour d'été, lors d'une séance privée d'interaction avec les animaux, Oleg est entré dans l'enclos de Simba sans les mesures de sécurité habituelles. Ce jour-là, quelque chose était différent. Le lion était agité, peut-être à cause de la chaleur, peut-être à cause du stress d'être exposé aux visiteurs. Ce qui est certain, c'est que, sans avertissement préalable, l'animal l'a attaqué. Ce n'était pas une attaque longue ni une scène de fureur prolongée. Ce fut un seul mouvement, sec, violent, précis. Une morsure à la jambe qui a déchiré les muscles et brisé les os. Oleg est tombé au sol, criant de douleur, tandis que les assistants couraient pour l'aider. Saba, confus, a reculé comme s'il ne comprenait pas ce qu'il venait de faire. Cela nous amène à une question clé. Peut-on faire aveuglément confiance à un animal sauvage, aussi domestiqué qu'il puisse paraître? Les experts s'accordent à dire que les grands félins conservent des instincts prédateurs intacts, même après des décennies en captivité. Un regard mal interprété, une odeur différente ou un simple mouvement brusque peuvent déclencher un réflexe mortel. Oleg, avec son expérience, connaissait ces risques. Mais l'affection, la routine et l'apparente docilité de Simba l'ont amené à relâcher les précautions. L'homme qui a été dévoré par ses chats. Jusqu'où va la loyauté d'un animal de compagnie lorsque la nourriture se fait rare et que le silence s'installe dans la maison? Dans la paisible ville de Mesquite, au Texas, un fait glaçant a été découvert par la police locale après un appel des voisins. Pendant des jours, personne n'avait vu Ronald Smith, un homme de 59 ans connu pour son caractère solitaire et son amour démesuré pour les chats. Dans sa maison, il vivait avec plus de 18 félins recueillis dans la rue, qu'il nourrissait avec dévotion et traitait comme ses enfants. Mais ce que les officiers ont trouvé en entrant n'était pas une image de tendresse, mais une scène digne d'un film d'horreur. Le corps de Ronald gisait sur le sol du salon principal, dans un état avancé de décomposition, avec des parties manquantes, la peau déchirée, des doigts absents, les joues dévorées. Les analyses médico-légales ont révélé qu'il était mort de cause naturelle plusieurs jours auparavant. Cependant, les véritables protagonistes de ce tableau macabre étaient ses propres chats. Le rapport a confirmé que les animaux, privés de nourriture et d'eau et confrontés au désespoir de l'enfermement, ont commencé à se nourrir du cadavre de leur propriétaire. Une réaction instinctive, brute, presque incompréhensible pour ceux qui voient leurs animaux de compagnie comme des compagnons de fidélité éternelle. Cela nous amène à une réflexion troublante. Connaissons-nous vraiment les limites des animaux domestiqués? Contrairement à ce que beaucoup croient,
les chats n'ont pas une relation de dépendance émotionnelle aussi forte que les chiens. Bien qu'ils puissent développer des liens avec les humains, ils conservent également un haut degré d'indépendance et d'autosuffisance. Lorsque la faim les tourmente et qu'il n'y a pas d'option disponible, l'instinct de survie peut annuler tout lien affectif préalable. La femme qui a été tuée par ces chiens-loups, l'histoire de Tina Martin Canterbury est un exemple clair de la façon dont les limites entre le sauvage et le domestique peuvent s'estomper avec des conséquences fatales. Tina, âgée de 52 ans, vivait dans l'État de Virginie occidentale, sur une propriété éloignée de la ville où elle partageait sa vie avec 8 hybrides de chiens et de loups. Élevés depuis qu'ils étaient chiots, ces animaux étaient sa fierté. Elle publiait des photos avec eux, parlait avec tendresse de sa meute et défendait publiquement l'idée que, avec amour et respect, même un loup pouvait devenir un animal de compagnie. Cependant, ce que Tina ignorait, ou choisissait de ne pas voir, c'était que ces animaux n'étaient pas de simples chiens avec une touche exotique. Ils avaient des comportements nettement différents, une hiérarchie instinctive entre eux et un niveau d'imprévisibilité qui les rendait incompatibles avec la vie domestique ordinaire. Ce qui s'est passé le 14 novembre 2018 l'a clairement démontré. Tina a été retrouvée morte dans l'enclos où dormaient ses hybrides. Son corps présentait de multiples morsures, des lésions déchirantes et des signes de traînée. Elle avait été attaquée par la meute qu'elle avait élevée avec tant d'affection. L'enquête a déterminé que les chiens-loups ont commencé l'attaque lors d'une interaction apparemment normale. Certains spécialistes ont indiqué que les facteurs déclencheurs pouvaient avoir été un changement dans la dynamique du groupe, un stress territorial ou même la tentative de l'un des animaux de monter dans la hiérarchie en déplaçant Tina en tant que leader. Ce type de comportement est courant dans les groupes de loups sauvages où la lutte pour le leadership fait naturellement partie de la survie. Cela nous amène à une question troublante. Est-il éthique d'élever des animaux hybrides dont les besoins et les réactions ne s'adaptent pas à l'environnement humain? Contrairement aux chiens, qui ont été domestiqués pendant plus de 15 000 ans, les hybrides de loups conservent une charge génétique qui les pousse à réagir de manière sauvage à des stimuli qui ne représenteraient pas une menace pour d'autres animaux de compagnie. Leur tolérance à la frustration est moindre, leurs réponses défensives sont plus intenses, et leur niveau de socialisation dépend beaucoup plus de l'environnement physique que des caresses ou de l'affection. La tragédie du terrarium. Un varan attaque son propriétaire. Une créature froide, silencieuse, et apparemment inoffensive peut-elle devenir une menace mortelle à l'intérieur d'une maison? Dans une banlieue de Los Angeles, la vie de Ronald Huff s'est terminée d'une manière aussi étrange qu'effrayante. Huff, un ancien militaire à la retraite et passionné par les reptiles, était connu parmi ses voisins pour sa collection d'animaux exotiques, notamment pour ses 3 lézards varans du Nil, également connus sous le nom de varans. Bien que pour beaucoup, ils n'étaient que de simples monstres écailleux, pour lui, ils étaient des compagnons fascinants, des créatures intelligentes qui méritaient respect et admiration. Mais ce respect n'a pas suffi à éviter l'horreur qui allait suivre. Ronald vivait seul. Sa routine était méticuleuse. Nettoyage du terrarium, alimentation ponctuelle. Observation quotidienne. Les varans le reconnaissaient, ou du moins c'est ce qu'ils croyaient. Cependant, un jour, il a cessé de répondre aux messages et n'a pas été vu pendant plusieurs jours. Alarmés, ses collègues de travail ont contacté les autorités. Ce qu'ils ont trouvé en entrant dans son appartement était indescriptible. Le corps de Ronald gisait sur le sol, avec des parties dévorées, le visage presque méconnaissable et des blessures profondes aux bras et aux jambes. Autour de lui, les 3 varans du Nil l'observaient en silence complet, encore actifs, encore vivants. Les autorités médico-légales ont conclu que Ronald était mort de cause naturelle, probablement une crise cardiaque. Mais l'analyse ultérieure a révélé que les lézards n'avaient pas attendu longtemps pour commencer à se nourrir du corps. Plus perturbant encore fut de découvrir que certaines des blessures semblaient avoir été infligées alors qu'il était encore en vie. Cela suggère que, pour des raisons inconnues, les varans ont pu l'attaquer avant qu'il ne meure. Une hypothèse avancée est que le manque de nourriture ou une altération de l'environnement a pu déclencher le comportement prédateur chez ces reptiles. Cela nous amène à une inquiétude persistante. Savons-nous suffisamment sur les animaux exotiques que certains choisissent d'avoir comme animaux de compagnie? Contrairement aux chats ou aux chiens, les varans du Nil n'ont pas été domestiqués.
Ils conservent leur comportement sauvage, leurs réflexes défensifs et leur instinct alimentaire intact. Leur apparence calme peut être trompeuse, mais leur instinct est toujours en alerte. Ronald, malgré son expérience, a fait confiance à un lien, qui n'existait peut-être que dans son esprit. L'affaire a suscité un émoi dans les médias et au sein de la communauté des éleveurs de reptiles. Certains ont défendu les varans, affirmant que leur réaction était purement instinctive et non agressive. D'autres ont exigé des réglementations plus strictes pour la détention de reptiles de grande taille. Et tandis que le débat se poursuivait, les restes de Ronald ont été enterrés lors d'une cérémonie privée, loin du scandale qui continuait à se développer sur les forums Internet. L'ours Ben est la fin tragique de son dresseur, dans un coin reculé de la Pennsylvanie. Où les arbres enveloppent la terre et l'air sans l'automne perpétuel, se trouvait une ferme de dressage animal, connue pour ses spectacles et ses publicités télévisées. La vivait Ben, un ours brun de plus de 300 kilos, vedette de nombreux spots publicitaires et programmes éducatifs. Sous la garde de Stephen Miller, un dresseur avec des années d'expérience et de dévouement envers les animaux sauvages, Ben n'était pas seulement une attraction, il faisait partie de la famille. Il le caressait. Il le nourrissait à la main et le faisait poser devant les caméras. Mais ce que personne n'imaginait, c'est que cette même familiarité se transformerait en tragédie sous les yeux de ses propres collègues. C'était un après-midi ensoleillé d'avril lorsque Stephen a décidé d'entrer dans l'enclos de Ben pour filmer une scène promotionnelle. Il l'avait fait de nombreuses fois auparavant. Cet après-midi-là, cependant, quelque chose a changé. En l'espace de quelques secondes, l'ours s'est jeté sur lui, l'a renversé avec ses griffes et a commencé à lui mordre le cou et la tête avec une férocité qui a glacé le sang des personnes présentes. D'autres dresseurs ont essayé d'intervenir en utilisant des bâtons et des extincteurs, mais rien n'a réussi à arrêter l'animal. Seul un coup de fusil a réussi à séparer Ben de son soigneur quand il était déjà trop tard. Stephen est mort d'hémorragie avant d'arriver à l'hôpital. Cela nous amène à une vérité inconfortable. Le danger est toujours présent lorsqu'on travaille avec des animaux sauvages, peu importe le nombre d'années qu'ils ont été entraînés. Bien que Ben ait répondu avec docilité pendant des années, il restait un ours brun adulte, l'un des prédateurs les plus puissants de l'hémisphère nord. Les experts suggèrent que l'attaque a pu être provoquée par un stimulus environnemental inconnu ou simplement par un réflexe défensif mal interprété par l'animal. Ce qui est certain, c'est que durant ces secondes, il n'y avait pas de spectacle, seulement un instinct pur et déchaîné. L'affaire a divisé les opinions. Certains réclamaient l'euthanasie de Ben, le considérant dangereux et incontrôlable. D'autres défendaient que l'attaque était un accident, une erreur humaine, et que l'animal ne devait pas payer de sa vie pour s'être comporté selon sa nature. Finalement, Ben a été transféré dans un sanctuaire de faune sauvage, où il vivrait le reste de ses jours loin du contact humain direct. Mais le mal était déjà fait. La communauté des dresseurs d'animaux aux États-Unis a été marquée à jamais par cet événement. Le singe capucin qui a mutilé son propriétaire dans la banlieue de Tampa, en Floride, un homme nommé Michael Sandra vivait avec un compagnon inhabituel, un singe capucin qu'il appelait Toby. Il l'avait acquis légalement alors qu'il n'était qu'un bébé, avec l'intention de l'élever comme membre de la famille. Il lui apprenait des tours, le nourrissait de fruits frais et de céréales, et lui achetait de minuscules vêtements qui faisaient rire ses invités. Pour Michael, Toby n'était pas un animal de compagnie, il était presque un fils. Mais comme beaucoup d'histoires d'apparente tendresse avec des animaux exotiques, celle-ci a également eu une fin brutale. Pendant plusieurs années, la cohabitation a été paisible. Toby montrait de la curiosité pour tout, une intelligence surprenante et une personnalité enjouée. Mais à mesure qu'il atteignait sa maturité sexuelle, son tempérament a commencé à changer. Il est devenu plus territorial, grognait en présence d'étrangers et a commencé à montrer des signes de frustration. Michael, au lieu de consulter un spécialiste du comportement animal, a choisi de garder le singe plus longtemps, cage lorsqu'il devenait agressif. Cette décision, motivée par la peur et l'ignorance, n'a fait qu'augmenter la tension entre eux. Un après-midi de printemps, alors qu'il essayait de le caresser à l'intérieur de l'enclos, Toby s'est jeté sans avertissement sur Michael. Il l'a mordu à la joue, lui a arraché une partie de l'oreille et lui a griffé le cou avec une fureur qui semblait disproportionnée par rapport à sa taille. Michael a réussi à se dégager, mais non sans subir de graves blessures.
Le rapport médical a détaillé des dommages sévères au visage, une perte partielle de la vision et une blessure infectée par des bactéries transmises par la morsure du primate. Cela nous amène à une réflexion essentielle. Sommes-nous prêts à avoir des primates comme animaux de compagnie? Les singes capucins, malgré leur petite taille, possèdent une intelligence émotionnelle complexe et une structure sociale qui ne peut être reproduite dans un foyer humain. Ce sont des animaux sociaux qui nécessitent des stimulations constantes, des hiérarchies claires et la liberté d'interagir avec d'autres de leur espèce. La privation de ces éléments génère un stress chronique, des comportements imprévisibles et, dans de nombreux cas, une agression dirigée vers les humains qui les entourent. L'attaque contre Michael a été signalée aux autorités sanitaires de l'État. Après une évaluation vétérinaire, Toby a été confisqué et transféré dans un sanctuaire spécialisé où il vivrait avec d'autres primates dans des conditions plus appropriées. Michael, quant à lui, a dû subir de multiples chirurgies reconstructives et a admis dans des interviews ultérieures qu'il n'aurait jamais dû essayer de domestiquer un animal qui a besoin d'une jungle, pas d'une cage avec des jouets. La fin tragique de l'éleveuse de hérissons. En périphérie du pays de Galles, une femme nommée Bridget Taylor avait fait de son amour pour les hérissons un mode de vie. Propriétaire d'un petit élevage légal, Bridget s'occupait et commercialisait des hérissons pygmées africains, des animaux populaires sur le marché des animaux exotiques pour leur taille, leurs épines douces et leur air éternellement curieux. Sa maison était, littéralement, un sanctuaire de silence et de petits éternuements aigus. Elle élevait plus de 30 hérissons dans des cages impeccables, chacun avec un nom, une routine alimentaire et même des horaires de jeu nocturnes. Pendant des années, son entreprise a prospéré dans la communauté. Les clients venaient de tout le Royaume-Uni pour acquérir l'un de ces spécimens, certifiés, et en parfait état de santé. Mais ce qui s'est passé un matin de février a glacé toute la région. Bridget a été retrouvée morte dans son salon, effondrée à côté d'une des étagères qui soutenaient plusieurs cages. Le plus effrayant n'était pas sa mort en elle-même, apparemment due à une chute causée par un accident domestique, mais l'état dans lequel son corps a été trouvé. Selon le rapport médico-légal, Bridget était décédée depuis plusieurs jours. Son visage et une partie de son cou présentaient de petites blessures perforantes, compatibles avec les épines des hérissons. Le plus troublant fut de découvrir que plusieurs des animaux étaient sortis de leur cage. Bien que ces blessures n'aient pas été la cause de la mort, il a été confirmé que, ne trouvant pas de nourriture, certains des hérissons ont commencé à mordiller des parties exposées du corps. Dans ce cas, la faim, l'obscurité et la liberté soudaine ont engendré un comportement que beaucoup considèrent impensable pour un si petit animal. Le perroquet qui a révélé le crime, dans le Michigan, aux États-Unis, une affaire policière inhabituelle a attiré l'attention des médias lorsqu'un perroquet gris d'Afrique nommé Bud a commencé à répéter une phrase effrayante « Ne tire pas, ne tire pas ». Il le disait avec insistance, comme si la scène se répétait encore et encore dans sa mémoire. Cette phrase est devenue clé dans le procès pour le meurtre de Martin Durham, survenu en 2015. Bud était l'animal de compagnie de la victime et était présent au moment exact où son propriétaire a été tué par balle. Selon une étude publiée par l'Université de Lincoln, au Royaume-Uni, les perroquets gris d'Afrique peuvent se souvenir de phrases entendues des années auparavant et les répéter avec une intonation émotionnelle similaire au contexte original. De plus, leur morsure peut exercer une force de 350 PSI, suffisante pour casser une noix dure ou causer des dommages sérieux aux doigts humains.